à la fois pour les gens de l'IHU et pour les étudiants, qui est, on doit, je suis assez content qu'on ait anticipé il y a 2 ans de ça sur les évolutions de la loi, être très attentif aux conflits d'intérêts. Les conflits d'intérêts sont partis de notre vie, mais il faut les gérer de manière telle que ça ne crée pas un problème ni pour nous en biaisant nos résultats, ni pour les gens qui regardent nos résultats, pour les amener à douter de la sincérité de nos résultats. Donc, il y a un vrai problème de la mise en place de quelque chose auquel nous n'avions pas très grande expérience dans ce pays, comme l'a montré toute l'affaire du Mediator. Et donc, notre IHU veut être en première ligne dans ce domaine-là, et donc a créé un comité dont on va vous parler pour gérer ça et qui se télescope un peu avec l'évolution des exigences sur le plan national auxquelles tout le monde sera soumis maintenant depuis l'arrêté de cet été. Voilà. C'est Laurence qui a bien voulu coordonner cette affaire. Merci monsieur, merci aujourd'hui d'être ici. À la demande de M. Raoult, on a organisé ce séminaire pour vous présenter la problématique des conflits d'intérêts. Donc c'est effectivement un sujet brûlant d'actualité avec un texte de loi qui a été publié au mois d'août, que nous allons vous présenter. Et donc nous avons choisi un programme à la fois dense, mais qui se veut être explicite, afin d'aborder tout d'abord les aspects éthiques et philosophiques avec M. Lecoz. Puis M. Doyen et M. Dattara s'excuse aujourd'hui, il ne sera pas là. Nous allons aborder la définition, la problématique des conflits d'intérêts. Puis nous aborderons les aspects réglementaires avec M. Schlerer et M. Jordan qui donnera une vision de ce qui se passe aux États-Unis. Et enfin, de manière plus pratique, je vous présenterai donc cette fiche qui est une fiche de déclaration considérée comme universelle, publiée au journal officiel, que nous avons l'obligation de remplir. Donc vous verrez, c'est un document parfois un peu rébarbatif, mais nous sommes là pour vous apporter le soutien nécessaire à la réalisation de cette émission. Je vous remercie, je demande à M. Lecoz de venir intervenir. Merci Laurence, bonjour à tous, Monsieur le Doyen, Monsieur le professeur Raoult. Je suis donc très honoré de vous présenter les aspects éthiques et philosophiques liés au conflit d'intérêts. Un mot quand même sur ce comité. Nous avons eu déjà l'occasion de nous retrouver à plusieurs reprises depuis le début de cette année. Nos profils sont pluridisciplinaires, des gens viennent des sciences, de la médecine, sciences humaines, sciences juridiques, et nous avons même, grâce au professeur Didier Raoult, qui a attribué un financement pour une thèse, M. Gentry ici même, qui est doctorant et qui va nous apporter pendant 3 ans ses travaux de recherche sur la problématique des conflits d'intérêts. Le but de notre comité est triple. Nous voulons renforcer la confiance, qui était malmenée, comme cela a été rappelé tout à l'heure par l'affaire Mediator, la confiance du public, des partenaires de l'IHU, mais aussi informer, je vais y revenir, conseiller, protéger même les différentes parties prenantes, les médecins, les chercheurs, les scientifiques de l'IHU, des risques auxquels ils sont exposés en cas de conflit d'intérêts avéré. Et puis, bien sûr, la crédibilité, la respectabilité, je dirais, de l'IHU sur un plan international. Alors, sur les aspects éthiques, je voudrais rebondir sur cette observation sociologique qui est la montée en puissance de la thématique des conflits d'intérêts. Partout, nous voyons les conflits d'intérêts dans la presse grand public, des émissions leur sont consacrées et c'est une crise qui touche un peu tous les domaines de la politique, mais aussi du domaine de la santé, sans compter même celui de la science, puisque par exemple l'année dernière, un article dans les Échos faisait état de fraude scientifique qui s'intensifie dans les revues, puisqu'on compte au cours des 5 dernières années pas loin de 500 rétractations d'articles, c'est-à-dire des publications à impact factor à échelle internationale, qui ont été annulées une fois qu'on s'est rendu compte que les données avaient été manipulées ou falsifiées du fait des liens d'intérêt entre promoteurs et investigateurs.
Donc tout cela fait qu'il y a une sensibilité accrue de nos concitoyens qui perdent confiance dans les politiques, dans les scientifiques, dans les médecins. Et je trouve que c'est très heureux que ici, au sein de cette faculté, on essaye de tirer des éléments positifs de ce qui se passe actuellement, de ce changement de paysage culturel. Alors je vais faire juste quelques points de remarque car notre temps de parole est très court. D'abord, je crois que l'intérêt justement de cette nouvelle politique de transparence, c'est de redonner du sens à l'idée de responsabilité individuelle. Je veux dire par là qu'aujourd'hui, un chercheur, un scientifique, un expert, s'il néglige de dire ce qu'il fait vraiment, s'il manque à cet impératif de transparence, il engage les autres. Il engage un groupe de travail, il engage une institution. Et j'en veux pour preuve un exemple qui m'a été donné grâce aux travaux que j'ai la chance de pouvoir participer à l'Agence de sécurité sanitaire, où une affaire a montré, l'affaire Aquatrium, que même quand un comité d'évaluation scientifique a raison sur le fond, il suffit d'un seul expert qu'une enquête a montré en conflit d'intérêts pour que le rapport soit annulé. Et les conséquences s'enchaînent, c'est-à-dire que c'est tout le discrédit de l'institution, c'est même le discrédit du ministre de la Santé qui avait dépêché cette expertise, etc. Et puis, scénario catastrophe, vous vous retrouvez dans le canard enchaîné. Parce que on a des ennemis, on est dans une société procédurière, il y a des gens qui ont des intérêts économiques. Ici, vous avez ce qu'on appelle un pétitionnaire, c'est-à-dire un ingénieur qui avait mis au point un système de filtration des eaux. La commission d'expertise a évalué défavorablement son système, qu'il avait appelé spirofiltration, au motif que une ou deux fois dans l'année, quand il y a des pluies torrentielles, son système de filtration des eaux laisse passer des bactéries qui peuvent avoir des effets toxiques graves sur des nouveau-nés et certaines catégories de patients, comme les séropositifs. Donc, il y avait un argumentaire scientifique tout à fait pertinent, sauf que, à l'intérieur du comité d'experts, quelqu'un n'avait pas dit qu'il avait déposé un brevet pour un système concurrent. Alors voilà, le scénario catastrophe, c'est quand vous vous retrouvez dans le canard enchaîné. Et peut-être une des questions aussi que nous avons à résoudre aujourd'hui, c'est comment ne jamais se retrouver dans le canard enchaîné, parce que quand vous voyez les experts qui vous disent qu'ils sont en arrêt maladie longue durée, sous antidépresseurs, ils peuvent partir dans les îles, à La Réunion, on leur dira « Ah oui, on t'a vu dans le canard enchaîné ». Alors, on est dans une société procédurière, on est dans cette dynamique-là, il faut faire, je crois, très attention, même si c'est un cas extrême. Je dirais pour résumer ce point que grâce à notre comité, grâce à la déclaration publique d'intérêt, eh bien, les chercheurs, les scientifiques vont pouvoir travailler dans la transparence et pouvoir aller en milieu démilitarisé, exercer leurs compétences, étant entendu qu'en même temps, ils recrédibilisent aussi le statut de chercheur, parce qu'il y a des brebis galeuses, eh bien, quand on n'a rien à déclarer, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et quelqu'un qui a beaucoup de choses à déclarer, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'intérêt, et donc qui fait une carrière intéressante. Alors mon deuxième point, c'est que actuellement nous avons le sentiment que quand on nous demande de remplir une déclaration publique d'intérêt, on nous soupçonne de manque de probité intellectuelle, de manque d'intégrité morale. Mais être en conflit d'intérêt n'est pas nécessairement immoral. Un conflit d'intérêt peut être un conflit de valeurs. Et je voudrais ici prendre des exemples dans l'histoire de la philosophie, parce que la littérature anglo-saxonne a déjà beaucoup travaillé sur ces questions. Imaginons que j'assiste au bord du rivage à la noyade de plusieurs personnes. Je ne peux sauver qu'une personne. Je décide de sauver ma femme. Bon.
je n'aurai pas d'autre justification à donner que je l'ai sauvée parce que c'était ma femme. On ne me demandera rien de plus. Mais imaginez que maintenant je suis capitaine d'un navire, que l'ensemble des occupants a péri sous les vagues. À ce moment-là, on va me demander un peu plus de justification si j'ai sauvé ma peau et celle de ma femme. Mais cela ne veut pas dire pour autant qu'il était immoral de sauver uniquement ma vie et ma femme. C'est un devoir moral que de s'occuper de ses proches, de sa famille, etc. Et ça fait depuis longtemps que les philosophes, vous voyez, depuis 1971, réfléchissent à ces questions de conflit d'intérêts, se sentir en situation de partialité de jugement n'est pas un motif de honte, nous n'avons absolument pas à rougir de nous sentir en conflit d'intérêts, c'est un inconfort intérieur qui vient que parfois nous sommes en présence de valeurs, un ami, dans un jury, on le reconnaît, on dit ben non, là je ne peux pas l'évaluer. L'ami peut nous en vouloir, de dire tu aurais quand même pu rester pour me filer un petit coup de main. Et on ne peut pas le faire. Dans un dialogue qui s'appelle Le Tifron, il me reste 2-3 minutes, alors je vais aller vite, c'est-à-dire il y a 2500 ans, nous nous posons des questions qui se posaient déjà il y a 2500 ans. Socrate discute avec le Tifron et Socrate est très impressionné parce que Tifron lui dit voilà, j'ai découvert que mon père avait tué un homme, il a tué un innocent, moi je vais le dénoncer. Et là, Tifron raconte que toute sa famille s'est mobilisée contre lui, il reçoit l'opprobre général. Mais il est ce qu'on appelle impartialiste. Impartialiste, c'est-à-dire qu'il fait en sorte qu'il juge un proche comme n'importe quelle autre personne. Et vous avez encore beaucoup de scientifiques aujourd'hui qui vous disent mais moi, quand je suis en conflit d'intérêts, je le sais dans mon fort intérieur et immédiatement je dénonce ce conflit d'intérêts et j'agis en fonction de l'impartialité. Et vous voyez que ce que dit Tifron, la question est de savoir s'il l'a tué ou pas, et s'il n'en avait pas le droit, il faut le poursuivre, même s'il mange à la même table que toi. Mais en même temps, Tifron reconnaît au cours de l'entretien qu'il est mal à l'aise et que c'est quand même la mort dans l'un n'est pas sans état d'âme qu'il va aller dénoncer son père. Donc vous voyez que être partial, c'est pas être immoral et on ne pourrait pas jeter la pierre à Tifron s'il n'y était pas allé. Et vous avez beaucoup de philosophes anglais ou américains, parce que malheureusement nous en France on ne réfléchit pas à ces choses-là, mais qui font des analyses très fines en montrant qu'à force de vouloir être trop impartial, de juger même son père ou son fils comme n'importe qui, on en arrive à une forme de schizophrénie éthique. Voilà, donc en résumé, c'est un peu ce point qui me sert de conclusion. Il est naturel, il est universel, nécessaire d'avoir des liens d'intérêt. Ce n'est même pas une question de morale, c'est quelque chose de vital. L'homme ne se suffit pas à lui-même. L'homme qui s'est fait tout seul n'existe pas, c'est un mythe. Nous avons besoin des autres, nous avons besoin de maîtres, nous avons besoin de conseillers, de collaborateurs, d'un réseau d'amis, familial. Donc le lien d'intérêt n'est pas un motif de honte. Au contraire, c'est la preuve que nous sommes des êtres humains. Je rappelle que Adam Smith avait observé que c'est grâce au fait que les gens calculent leur intérêt qu'on peut leur faire confiance. Si, dit-il, vous étiez dans une société régie par les vertus chrétiennes, l'amour du prochain, vous allez voir votre boucher, il vous dit non mais je vous ai fait ce bon morceau, votre boulanger, je vous ai fait un super beau repas parce que je vous aime, parce que j'aime l'humanité. Ça va pas, c'est louche. Par contre, si lui, vous savez qu'il a peur du concurrent, il a peur de la rumeur publique, c'est-à-dire qu'il calcule son intérêt, là vous pouvez lui faire confiance.
Voilà, donc bien distinguer l'intérêt qui n'est pas un motif préjudiciable de honte, de mauvaise conscience. On peut être fier d'avoir des intérêts, mais ce que nous avaient appris les Grecs, c'est que ce n'est pas l'intérêt qui est contraire à l'humain, qui nous rend inhumains, c'est la passion, c'est la démesure, c'est la folie du pouvoir, c'est la tyrannie dévastatrice et irrationnelle de la passion. Voilà, j'ai terminé mon temps de parole et pas trop. Je vous remercie de votre attention. Alors après ces considérations philosophiques sur les conflits d'intérêts et finalement, comme l'a bien dit Pierre Descauses, sur l'intérêt d'avoir un conflit d'intérêts quelque part, on va essayer de reprendre un petit peu les choses sur le plan de la définition pour voir comment on arrive à la réglementation et finalement quelle doit être l'attitude de l'IHU en termes de cadrage de ce conflit d'intérêts pour essayer d'éviter les conséquences négatives dont a parlé Pierre, non seulement au travers de la presse, mais au travers d'un certain nombre de désagréments possibles. Alors, si on regarde de manière extrêmement générale la définition d'un conflit d'intérêts, c'est le fait finalement d'avoir plusieurs intérêts possibles, l'un d'eux pouvant corrompre la motivation à agir sur l'autre. Déjà, il faut être dans une situation où on va faire quelque chose et ce que l'on va faire va avoir une répercussion sur un autre intérêt. Et c'est bien parce qu'on n'a pas déclaré cet autre intérêt qu'on peut être mis en cause. Alors, plus spécifiquement, le conflit d'intérêt apparaît chez une personne ayant à accomplir une fonction d'intérêt général, et la société regarde plutôt ça, c'est-à-dire qu'elle va être la conséquence de ce conflit d'intérêt, et dont les intérêts personnels sont en concurrence avec la mission qui est. Ce que l'on va écarter de suite, à mon avis, parce que ce n'est pas le sujet, c'est la prise illégale. La prise illégale d'intérêt, donc vous voyez qu'elle est définie dans le cadre de l'organisation de la société, puisqu'elle fait l'objet d'un article du Code pénal, et que lorsqu'on est dans la situation d'une prise illégale d'intérêt, on est passible de sanctions. Vous voyez, la sanction peut aller jusqu'à 5 ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende. Donc ça, c'est le cadre défini par le Code pénal et c'est au-delà du conflit d'intérêts dont on parle aujourd'hui dans le cadre de la juge. Alors si on regarde les formes les plus courantes du conflit d'intérêts, les formes les plus courantes, c'est d'abord la problématique du contrat avec soi-même. Si vous avez la possibilité d'acheter un appareil pour votre laboratoire, et que cet appareil, vous l'achetez dans une entreprise dans laquelle vous avez des parts, le fait même que, par votre décision, l'entreprise dans laquelle vous avez des parts tire un bénéfice, et que vous l'avez pas déclaré, vous êtes en conflit d'intérêts en termes de choix de ce matériel. Une fois de plus, même si la machine que vend votre entreprise est la meilleure du marché. Le conflit de mission, c'est les responsabilités exercées simultanément qui peuvent entrer en conflit. Alors là, on a l'exemple du haut fonctionnaire qui injecte de l'argent public dans une entreprise dont il sait très bien qu'à terme, il doit en assurer la direction. D'autres exemples dans le milieu juridique, c'est le problème de l'avocat
qui va avoir comme client les deux parties à un procès. Comment peut-il gérer ce conflit d'intérêts et quelle va être sa position de l'un par rapport à l'autre? Troisième forme, les intérêts familiaux. Bien évidemment que si la décision, l'avis, la position que vous allez prendre peut être de nature à favoriser quelqu'un de votre famille parce que vous allez lui permettre d'obtenir quelque chose, ou d'ailleurs de maintenir sa situation sans même obtenir quelque chose de nouveau, vous pouvez être en conflit d'intérêts. Et puis il y a bien évidemment les dons et cadeaux qui vont vous être faits professionnellement, qui peuvent constituer à un moment donné, en fonction de qui provient ces cadeaux et du lien professionnel que vous avez avec cette personne, rentrer dans le champ des conflits d'intérêts. Alors si on regarde un peu plus spécifiquement dans le cadre de l'activité médicale prise au sens large, on est en conflit d'intérêts lorsque les choix opérés par le médecin, le chercheur ou l'expert dans son domaine risquent d'être compromis de manière significative par un objectif concurrent tel le gain financier, la notoriété ou la capacité à lever des fonds de recherche. On est donc dans un système où on peut avoir des bénéfices primaires, le gain financier, les gains en nature, vous voyez, qui à la limite est assez facile à cadrer et à identifier, mais on peut être aussi en conflit d'intérêts dans le cadre d'intérêts secondaires, de reconnaissance professionnelle, de carrière académique, de pouvoir, de capacité à obtenir des fonds de recherche. Et là, c'est parfois un petit peu plus difficile, certes, d'établir le conflit d'intérêts, mais on ne pense pas toujours, lorsqu'on est dans cette situation, à la conséquence qui pourrait être mise en avant sur cet intérêt secondaire qui ne peut pas forcément paraître au primaire. Alors, pour les médecins qui sont inscrits à l'ordre des médecins et qui sont soumis au code de déontologie, je rappelle qu'il y a déjà une réglementation qui existe. L'article 5 du code de déontologie qui dit « Le médecin ne peut aligner son indépendance professionnelle sous quelque forme de... » Et là, vous savez qu'à la différence du conflit d'intérêts pris dans son acception générale, celui en dehors de la prise illégale d'intérêt, là, il y a une sanction possible, puisque lorsque l'on transgresse le code de déontologie médicale, on est passible d'une sanction infligée par les instances ordinales, et que les sanctions peuvent aller de l'avertissement à l'interdiction d'exercer la médecine en France. Donc vous voyez que là, il y a déjà quelque chose qui est un peu plus cadré lorsqu'on est dans le cadre de l'activité médicale. Il est d'ailleurs intéressant que sur la base de cet article 5, et dans le cadre aussi de la loi anti-cadeau qui fait l'objet d'un article dans le Code de la santé publique, les médecins doivent déclarer à l'ordre les relations et les bénéfices qu'ils peuvent retirer de leur relation avec l'industrie pharmaceutique. Et l'ordre par an examine un peu plus de 80 000 déclarations, qui sont faites par les médecins en disant on m'a offert tel billet, je vais participer à tel congrès et l'inscription est payée par. Donc, on est déjà là au niveau de l'activité médicale dans un système cadré de déclaration, mais qui pour l'instant ne va pas au-delà que de la simple déclaration, puisqu'il n'y a pas de sanction qui découle d'un avis que l'ordre aurait pu émettre en disant là, il y a peut-être un problème sur votre déclaration. Alors en définitive,
quand on revient sur le champ un peu plus général du conflit d'intérêts, la problématique, elle est de dire, finalement, qu'est-ce qu'il faut déclarer? Jusqu'où doit-on aller dans le détail de la déclaration, finalement, de ce qu'est notre environnement professionnel et personnel, pour qu'un jour, on ne puisse pas nous dire, mais finalement, vous avez oublié de dire que, et parce que vous avez oublié de dire cette chose-là, vous êtes en conflit d'intérêts, et comme le disait Pierre, même si votre avis, il est des plus solides scientifiquement, des plus structurés, des plus valides, eh finalement, il va être remis en cause parce qu'il y aura une suspicion sur la manière dont vous le faites. Deux éléments, et puis après je passerai la parole au président Ferrer sur la partie plus réglementaire. Les membres du gouvernement, qui ont pris leur fonction au mois de mai, ont été tenus de faire une déclaration publique d'intérêt qui comprend 6 chapitres, dont 4 sont publics. Et je vais vous montrer ce qu'a déclaré le ministre des Affaires sociales et de la Santé, qui est un ministère qui ne nous est pas tout à fait étranger. La ministre des Affaires sociales et de la Santé, en termes de responsabilité exercée ensuite des fonctions ministérielles, vous voyez, elle a dit qu'elle était conseillère générale et qu'elle démissionnerait rapidement de la présidence du Conseil général. En termes d'instruments financiers, c'est-à-dire tout ce qu'elle pouvait avoir avec la définition participation, on va déclarer que si elle est supérieure à 5 000 € ou à 5% du capital, elle n'en a pas. Les responsabilités et activités antérieures de membres du gouvernement, donc là, vous voyez, il est d'actualité de parler du cumul des mandats. Effectivement, il y a des choses qu'on pourrait dire sur la liste des activités et des responsabilités de la ministre. Mais dans les autres intérêts, le dernier paragraphe, vous voyez qu'elle a bien pris le soin de déclarer que son frère était professeur des universités à Paris, qu'il était en médecine, en endocrinologie et médecine de la reproduction, et qu'il participait lui-même à un certain nombre d'instances dans le champ de la santé qui peuvent avoir un certain nombre de questions. Alors je dirais, il est presque étonnant de penser que le ministre, dans les liens et les conflits d'intérêts qu'il puisse avoir, ça puisse se résumer à ces 4 chapitres. Alors même, et j'en terminerai, qu'une réglementation est apparue, le 5 juillet 2012, Raoult, je crois, dans la convocation à la séance d'aujourd'hui, vous a transmis ce document en vous demandant de le remplir. Alors, la discussion est ouverte, est-ce que c'est ce document qu'il faut remplir, est-ce que c'est autre chose, puisque ce document du 5 juillet, un arrêté du 2 août, stipule bien les instances qui doivent précisément répondre à ces déclarations publiques d'intérêt. Vous voyez, on part sur quelque chose qui est très large en termes de possibilités qu'il faut explorer pour qu'on ne se retrouve pas dans la situation indélicate de conflit d'intérêts. Pour autant, la seule chose qui est réalisable, c'est celle qui est raisonnable. Donc, jusqu'où faut-il aller dans la déclaration? Je pense que les différences exposées après moi cadreront un peu et que surtout, les déclarations qui vous seront soumises permettront au comité d'examen de conflit d'intérêts IHU de pouvoir vous mettre à l'abri de tout désagrément, parce que finalement, il y a une chose dont il faut bien être conscient, c'est que la déclaration que vous allez faire, elle doit surtout être dans votre intérêt, parce que c'est vous qui serez mis en cause si demain on soupçonne un conflit d'intérêts que vous n'auriez pas déclaré. Merci.
pas préparé un magnifique tableau de ce type. Après ce que vous venez de dire, M. Boyan, c'est que M. Boyan se le dira. Je ne sais pas si mon exposé est utile. Enfin, je vais quand même le faire puisqu'on me l'a demandé. Je vais pas partir de Platon, parce que je n'ai pas de science, mais je vais partir quand même d'un peu loin, et je terminerai par des choses très précises. Je vais partir d'un peu loin parce que, comme vous venez de le signaler, l'arrêté du 2 août me fixe, à ma connaissance, n'aime pas appeler. On travaille dans un institut hospitalier universitaire et faire la moindre déclaration que ce soit. Hein, donc, si on prend la réglementation au sens strict, applicable à un IHU, dans le domaine du conflit d'intérêt, on ne trouvera pas grand-chose. Nous voulons prendre la chose de façon un peu plus large, qui est par une tas d'adaptation qui est encore comme ça. Le problème du conflit d'intérêt n'est pas nouveau. Sans monter à Platon, vous savez déjà que Racine, dans le plaideur, se moquait du juge qui était payé par les deux parties, ce qui, paraît-il, retardait la procédure. Alors, je vais faire des comptes dans le siècle, il y a un mouvement très prégnant contre le conflit d'intérêts, pour des raisons que vous avez expliquées, mais des raisons qui sont très larges et qui ne se retrouvent pas simplement dans le domaine médical et qui ne concernent pas simplement notre pays ou les États-Unis. Alors je crois qu'il y a trois phénomènes qu'il faut avoir présents en tête. Premièrement, c'est la judiciarisation de la prise de décision. Alors par judiciarisation, je ne veux pas évoquer le cas où les gens se retrouvent un peu abusivement dans le tribunal, mais dans le fonctionnement même d'une prise de décision. Tout se passe maintenant comme si la décision devait être prise en public, collégialement, de façon impartiale. Et j'ai même lu dans la loi de 2011, qui vise directement la loi portant renforcement de la sécurité sanitaire des médicaments, que l'expertise devait respecter le principe du contradictoire. Donc vous savez, le principe du contradictoire, c'est un principe juridique qui entend toutes les parties et répond à tous leurs arguments. C'est vous dire si tout se passe comme si une décision, ou un conseil, ou un avis était pris sous la forme judiciaire. Ça marque, c'est un mouvement pas d'origine anglo-saxonne, mais ça marque profondément les esprits et ça a des conséquences importantes dans notre vie. Deuxième phénomène qui, je vous l'avouerai, pour quelqu'un qui a fait des études de moyens 40 ans, est un phénomène très bizarre, c'est la transparence. Autrefois, on parle d'acte de gouvernement, du secret d'instruction, de la nécessité de respecter le secret. Maintenant, c'est tout l'inverse. Tout doit être transparent. Troisième notion extrêmement importante dont on peut obtenir des conséquences juridiques, c'est la théorie anglo-saxonne de l'apparence, qui est appliquée dans le droit français. On bien que c'est pas neuf, que la femme de César déjà ne devait pas être soupçonnée. Ça a pris quand même des conséquences nouvelles. Maintenant, on ne vous demande pas de savoir, de se dire si votre décision a été influencée par tel ou tel lien d'intérêt que vous pouvez avoir. On vous dit, il est possible que tout se passe comme si on pouvait soupçonner. Et c'est ce soupçon qui est interdit. Et vous devez vous mettre à l'abri de ce soupçon. Parce que, comme l'a dit très bien M. Legault, le fait même que vous soyez soupçonné va entraîner la nullité de votre avis ou la nullité de votre décision. Alors, je crois que le mouvement s'est cristallisé dans un rapport qui a été demandé par le gouvernement précédent à une commission de 3 éminents juristes, le vice-président du Conseil d'État, M. Sauvé, à l'époque le président de la Cour de cassation, M. Canipé, qui venait du Conseil constitutionnel, et mon ancien premier président, Philippe Séguin, qui s'était penché sur le conflit d'intérêts, et il en avait donné une définition qui est à peu près la même que la vôtre, mais que je vais citer. Un conflit d'intérêt est une situation d'interférence, c'est ce que vous avez expliqué, entre une mission de service public et l'intérêt privé d'une personne qui concourt à l'exercice de cette mission lorsque cet intérêt, par sa nature et son intensité, peut raisonnablement être regardé comme étant de nature à influencer ou à paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif de cette fonction. Vous voyez que la définition, quand même, paraît très précise, mais en fait, elle est assez vague. Le conflit d'intérêt dépend de la nature des biens, de leur intensité, de savoir si raisonnablement on peut avoir, et on peut en déduire d'un gain d'intérêt qui vient un conflit d'intérêt. Il n'empêche que, comme toujours, les juristes ont pris l'application la plus restrictive. Vous allez le voir.
Alors, il y a des choses qu'il faut remarquer déjà à ce stade. Et je vais simplement compléter ce qu'a dit Léontine sur la définition de conflit d'intérêt. L'intérêt, le conflit d'intérêt, on pense toujours à un conflit personnel. Comme vous l'avez dit, ça peut être un conflit indirect. Et la commission Sauvé s'est penchée sur cette question. C'est non seulement votre intérêt, c'est votre intérêt personnel, mais ça peut être celui de votre épouse, de votre frère, de votre soeur, enfin, on va voir ça tout à l'heure. Mais ça peut être aussi un intérêt interposé. Le terme se trouve dans la loi sur le renforcement de la sécurité sanitaire. Interposé, c'est quand même intéressant pour les médecins, c'est l'intérêt que vous pouvez avoir à travers une association, même savante. Hein. Donc l'intérêt peut être indirect, il peut être moral, comme vous l'avez parfaitement dit, c'est pour ça que vous verrez dans la déclaration que vous exercez un pouvoir de décision dans un certain nombre d'instances. Et enfin, il faut s'attendre sur l'intérêt. Autrefois, l'intérêt, comme on disait, c'était l'avantage. Et on définissait l'avantage comme ce qui n'était pas dû. Je m'explique, comme ça, vous touchez des honoraires, ça c'est un intérêt légal. Nous avons fait un cadeau, comme cadeau en voyage aux Canaries, ça c'était pas dur, enfin c'est pas prévu par aucun texte, et donc c'est un avantage. Dans les textes, ce qui est intéressant à noter, c'est que dans les textes récents, et en particulier dans les textes de la Commission Sauvé, ou dans les textes législatifs et réglementaires, l'avantage, c'est ça s'est transformé en toute rémunération, même tout cadeau ou toute position, même résultant d'un contrat, voire de l'application de la loi. Donc, il faut avoir ça présent en mémoire. Ce qu'on recherche, c'est des situations transparentes, qui ne prêtent pas équivoque. Il ne faut pas se demander, mais dans ce cas-là, est-ce que vraiment j'ai un lien d'intérêt? Non, c'est donnant l'apparence. Il ne faut pas donner l'apparence d'un lien d'intérêt, direct ou indirect, et visant toute forme d'avantage, même si vous trouvez cet avantage régulier. Alors maintenant, j'en viens, on a 5 minutes, j'en viens au texte qui vous intéresse. Il y a eu, comme on le dit, une loi qui a été adoptée en décembre 2011, un décret d'application qui date de mai 2012 et récemment des arrêtés en juillet et en août 2012. Alors, ce n'est pas la peine que vous citiez les lois, les numéros des articles, tout ça est codifié dans le Code de la santé publique. Le Code de la santé publique, déclaration d'intérêt, conflit d'intérêt, délit. Alors, ce qui est intéressant, c'est, alors encore une fois, il faut donner le problème. Ces lois ont été prises à l'issue des scandales de décès et dans des cas extrêmement restreints. À l'origine, le texte de loi vise les membres des cabinets des ministres, les membres des cabinets ministériels, les établissements publics de santé nationaux, qui, par Agence française, je ne sais plus si ça existe encore, mais établissements publics du sang, et toutes les commissions communautés donnant un avis au ministre. Hein, c'est très. L'Institut de veille sanitaire, c'est un champ très restreint. Le malheur, c'est que c'est étendu aux experts travaillant pour ces comités ou donnant un avis à ces comités. On voit bien que de proche en proche, on risque de se retrouver avec tous les médecins peu ou prou attirés par les textes de loi dont je vous parle. Alors qu'est-ce que prévoit le texte de loi? Alors ce qui est une nouveauté, c'est là, pour prévenir le conflit, il peut être inévitable, transparence, c'est-à-dire obligation de déclarer des liens. C'est l'obligation, et obligation préalable pour les 5 ans qui précèdent le moment où vous faites votre déclaration. Et là, vous n'allez pas à vous poser de questions. On n'a pas à se poser de questions. On va se dire, mais au fond, j'ai reçu une rémunération de telle entreprise, mais cette entreprise, je ne vais pas travailler avec elle. Vous êtes membre d'un comité, d'une commission, vous avez reçu une rémunération d'un comité qui dépend évidemment de votre commission, même si vous savez qu'elle n'a jamais déposé un rapport, même si vous n'allez pas retravailler avec elle, vous devez déposer une déclaration de lien d'intérêt. Et moi, vous expliquera ça en détail. Il y a une petite sanction pour la première fois qui apparaît dans le domaine médical, c'est 30 000 € d'amende. La publication, d'accord, c'est souvent on a disait qu'elle a enchaîné, c'est le journal officiel qui est prévu dans le texte de loi, mais enfin c'est une plaisante. L'interdiction des liens civiques,
ça, c'est des journées civiques, ce qui est quand même montre que le législateur y a apporté une certaine solennité. Donc il y a cette obligation de déclaration de loi. En plus, il y a une interdiction. C'est-à-dire que si d'aventure le lien d'intérêt apparaît dans une affaire que vous étudiez, il ne faut pas vous dire, il ne faut pas se dire « Ah, j'ai fait ma déclaration de lien d'intérêt, c'est fini, moi j'ai le dossier, j'étudie, je suis membre d'un comité et je donne un avis, ou je rends mon avis. » Pas du tout, comme l'a expliqué très bien M. Legault, ça serait une source d'annulation de l'avis. Et ça sera mis en cause de la respectabilité, non seulement de vôtre, mais du comité dans lequel vous intervenez. La loi a prévu expressément que si d'aventure le lien d'intérêt se manifeste à propos, via à propos d'un dossier que vous examinez, alors on bascule du lien au conflit. Et dans ce cas-là, vous devez vous abstenir de participer à la décision ou de rédiger un avis. Okay. Mais on voit bien l'esprit de la loi. Un aspect préventif, qui est la transparence, et une obligation de se récuser. Vous ne voyez pas que la médecine n'est pas particulièrement visée, ça existe dans tas d'autres domaines. Ça, c'est l'air du temps. Alors, je n'insiste pas, M. Lebrun, ce que vous avez dit sur la législation anti-cadeau, qui est une forme de conflit d'intérêt. Elle a été renforcée, alors on n'est pas, elle a été renforcée, puisque nous savons maintenant, elle vise très expressément, pas les conjoints, mais les proches des gens qui n'ont absolument pas de cadeau, qu'elle est limitée aux conventions qui sont professionnelles, qui sont déclarées au Conseil de l'ordre et au directeur de l'établissement de santé, ici, dans un établissement de santé, et en matière hospitalière, qu'elle est limitée à l'intéressé même, à condition que l'hospitalité soit raisonnable. Voilà, alors je n'insiste pas. Ce qu'il faut marquer, c'est qu'il y a un mouvement législatif convergent, focalisé sur la médecine, mais pas spécialement, mais qui n'est pas limité à la médecine, qui amène à la transparence. Vous devez déclarer ce que vous avez fait, et le cas échéant, à la récusation. Je vous remercie. Merci M. Gérard. Et je vais céder maintenant la parole à M. Jourdain qui va vous présenter le modèle américain avant que je vous présente le texte français. Merci, oui, ça sera très rapide. C'est juste un petit éclairage sur la façon dont ces questions sont traitées aux États-Unis, en particulier dans le cadre du NIH, qui est l'organisme qui nous concerne le plus. Ce qu'on peut... Oui, j'en profite pour vous dire ce qu'est la structure pour laquelle je travaille, pour laquelle je suis conseiller, qui est une espèce de fédération des plateformes en biologie sur la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, et qu'on aide à s'informer les unes des autres, à s'ouvrir sur l'extérieur, à organiser des activités de formation. Ça peut intéresser certaines personnes aussi, donc sans conflit d'intérêt, j'en profite pour passer une page de publicité. Bon, la question des conflits d'intérêt, je dirais que la prise de conscience est nettement plus ancienne aux États-Unis qu'en Europe, en particulier en France. J'ai ressorti une citation, qui n'est pas si vieille que ça, de Jean Doucet, qui paraît récuser la notion même de conflit d'intérêt touchant la recherche. Aux États-Unis, on se pose la question depuis assez longtemps, et ça tient aussi au fait que les relations entre la recherche et l'industrie sont beaucoup plus anciennes, beaucoup plus établies aux États-Unis que chez nous, puisque, selon une statistique qui vaut ce qu'elle vaut, disons, un bon quart des chercheurs en 1996 étaient impliqués dans des relations avec l'industrie. En 2007, c'est plus de la moitié. Je ne sais pas quel est le chiffre français correspondant, mais il est probablement assez inférieur. Et bon, il y a eu bien sûr là aussi un certain nombre de scandales qui ont été répercutés, entre autres, dans un certain nombre de caricatures, sinon dans le bien arrangé. Donc, en fait, le National Institute of Health, qui intervient
à la fois par ses propres laboratoires, dans un système qui ressemble un petit peu à l'INSERM de l'ECNRS, et aussi surtout par un grand nombre de contrats de recherche qui permettent en fait d'accompagner à la recherche biomoléculaire ou biomédicale américaine dans la place qu'elle a aujourd'hui, a donc établi une réglementation assez détaillée dès 1965 et la mise à jour récemment, donc il y a une nouvelle version, donc tout ça bien sûr est disponible sur Internet sans problème, est sortie l'an dernier. Bon, c'est une législation, je dirais, qui est à la fois une réglementation qui est à la fois assez forte et en même temps assez pragmatique, comme souvent chez les anglo-saxons. Évidemment, je ne vais pas raconter ce qu'il y a dedans, mais simplement donner quelques exemples. Ça fonctionne beaucoup sur le mode question-réponse. En ce sens, c'est assez pragmatique, plutôt qu'en allant ensemble de réglementation de fiches à remplir a priori. Par exemple, voilà une question qui en gros demande qu'est-ce qu'on doit déclarer au sujet des financements qu'on peut avoir reçus pour aller à un congrès. Et la réponse en gros c'est que tout ce qui peut avoir été financé par un organisme non strictement académique doit être déclaré. Une autre question concerne cette fois-ci ce qui peut avoir été reçu de l'étranger. Vous allez faire un séminaire à Taïwan et on vous finance votre séjour. Même si c'est l'université taïwanaise ou le gouvernement taïwanais qui vous a financé, ça doit aussi être déclaré, c'est considéré comme potentiellement situant un conflit d'intérêt. Et puis bon, question bien sûr, comment est-ce que, puisque en fait la réglementation, l'application de la réglementation est assez largement laissée aux institutions, donc il y a un certain nombre de directives pour les institutions, comment l'institution doit-elle gérer les choses, quelles mesures doit-elle prendre en cas de conflit d'intérêt. Là, c'est intéressant de voir le genre de mesures qui est suggéré. Bon, évidemment, la transparence, la publicité des conflits d'intérêt, y compris dans le cas ici, par exemple, au sujet d'une expérimentation d'un essai clinique, par exemple, la révélation des conflits d'intérêt potentiels qui peuvent exister chez les instigateurs de l'essai clinique, la mise en place d'une sorte de monitoring de l'investigation, la modification du plan de recherche, le changement du personnel, la disqualification du personnel pour une partie de la recherche en question, l'élimination des intérêts financiers, par exemple la vente des actions qu'un investigateur pourrait détenir dans son entreprise, etc. Donc, bon, c'est bien sûr très rapide, et les règles précises, les modalités qui sont établies par chaque institution doivent être rendues publiques et rendues publiques directement sur un site facilement accessible. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que le champ d'application de la réglementation est étendu. La transparence, effectivement, est exigée, et là aussi avec l'idée que le conflit d'intérêt existe à partir du moment où on pourrait penser qu'il y a une influence de l'intérêt privé sur un intérêt public, mais c'est en fait assez pragmatique et le rôle de chaque institution locale semble plus important probablement que dans notre système. Voilà, c'était juste le petit éclairage que je voulais vous présenter. Merci. Merci Monsieur Jourdain. Je vais maintenant donc clôturer ce séminaire sur des aspects très pratiques, puisque vous l'avez compris, nous sommes au cours de l'actualité avec un texte de loi qui a été publié au mois d'août. Ce texte de loi, en fait, correspond en parallèle au travail que M. Raoult nous avait demandé de mener depuis 2 ans. Nous avons engagé une réflexion sur la problématique du conflit d'intérêts et déjà préparé dans le cadre de notre comité un document relatif à la déclaration du conflit d'intérêts, mais un accord
avec M. Raoult, nous allons vous proposer de remplir le document qui a été publié dans le journal officiel. Alors ce document, effectivement, il sera un petit peu aride à remplir, mais vous l'avez compris, je crois qu'on peut retenir deux mots-clés de cette séance. C'est premièrement transparence et deuxièmement protection. Si on vous demande de remplir ce document, c'est effectivement pour répondre à la loi, mais aussi pour se protéger, nous protéger. Alors c'est un texte du mois d'août. On va le détailler ensemble. C'est un texte, un document en 6 points, c'est une fiche en 6 points. Madame la ministre remplit 4 points, nous devons remplir 6 points. Donc je suis désolée, vous verrez, c'est relativement simple. Donc nous sommes dans l'obligation de déclarer tout lien d'intérêt direct pour la personne interposée. Donc premièrement, nous allons remplir cette fiche en tant qu'agent. Donc nous sommes membre de l'IHU, c'est dans ce cadre-là que nous allons faire cette déclaration. Point important, c'est une déclaration qui a un effet rétrospectif sur 5 ans et qui par ailleurs devra être mise à jour à un rythme annuel ou à l'occasion de tout changement de statut. Pourquoi on fait ça et quel sera l'objectif de cette déclaration? Eh bien, c'est dans un contexte de transparence, mais aussi une transparence envers soi-même, puisque lorsque nous sommes convoqués à une réunion, face à l'ordre du jour, nous devrons, au regard de ce que nous avons déclaré, évaluer la situation. Nous pourrons être dans une situation de lien d'intérêt et effectivement, il est louable que nous ayons des liens d'intérêt. Cela traduit en fait notre implication dans notre domaine de compétences. Que devons-nous faire? Eh bien, en cas de lien d'intérêt, avertir le président de séance que nous avons un lien et éventuellement nous retirer de la situation. C'est la première étape dans le conflit d'intérêt. L'objectif, c'est de prévenir effectivement le conflit d'intérêt réel. On vous l'a expliqué, c'est une situation désagréable qui met en jeu votre légitimité et en plus qui pourrait mettre en péril les décisions prises à l'occasion de certaines séminaires. Alors, ce document, premièrement, on va vous demander votre activité. Cette activité se décompose en 2 parties, une activité principale et historique sur 5 ans, et derrière, des activités secondaires. Alors, ce volet d'activité secondaire est un petit peu plus détaillé et nous allons le voir ensemble. Premièrement, on vous demande si vous participez à une instance décisionnelle. Instance décisionnelle, c'est-à-dire participation à l'établissement de santé, au comité d'administration, participation à des organismes professionnels et notamment, on va même nous demander si nous faisons partie de société savante. Donc nous devons préciser ces notions, si nous faisons partie de réseaux de santé ou encore du CNPS. Deuxième point important, est-ce que nous avons des activités de consultanat, d'expertise ou de conseil? Et outre le libellé, nous devons préciser la fonction occupée et s'il y a lieu, les rémunérations qui sont attribuées à ces missions. Troisième point, c'est la participation à des travaux scientifiques pour des organismes publics ou privés. Donc, nous serons probablement tous amenés à remplir un tableau assez long. On nous demande de spécifier notre participation à des essais, des études cliniques, à des études épidémiologiques, médico-économiques, observationnelles sur les pratiques de prescription. Et pour chacune de ces études, de préciser notre rôle. Est-ce que nous sommes investigateurs principal, coordinateur, investigateurs secondaires, etc. Point important, ces études ont-elles bénéficié d'un soutien financier par des entreprises ou pour des organismes pour lesquels il pourrait y avoir un conflit d'intérêts? Et ce point s'applique à un large champ. Premièrement, est-ce que nous avons publié? Est-ce que ces publications ont bénéficié d'un soutien financier d'une entreprise autre que l'IHU? Est-ce que nous avons participé à des congrès, des conférences ou des colloques, des réunions publiques grâce au soutien financier d'une entreprise? De même pour les formations. Donc nous devons spécifiquement préciser le type de prise en charge et le montant des prises en charge. Autre point, c'est la déclaration de brevet. Si nous avons un brevet, si vous avez un brevet, vous devez déclarer l'intitulé du brevet, la structure, s'il y a eu un intéressement et la rémunération qui a eu lieu. Par ailleurs, nous devons déclarer des financements sous forme de subventions, bourses, matériel, taxes d'apprentissage par un organisme pouvant entrer dans le champ de compétences de l'IHU. Et enfin,
les participations financières dans le capital d'une société dont l'objet social entre là aussi dans le champ de compétences de l'IHU, et je fais référence au point cité par M. le doyen, puisqu'effectivement, ce sont des cas auxquels nous pourrions être confrontés. Point un petit peu plus délicat, qui a fait l'objet d'un vif débat et d'échange au sein de notre comité, c'est déclarer des parents proches qui pourraient être salariés et ou qui posséderaient des intérêts financiers dans une société entrant dans le champ de compétences de notre structure. Alors la loi est assez restrictive. Nous devons considérer comme parents proches, conjoints, concubins, pacsés, parents, père-mère, et enfants de ces derniers, nos enfants et nos parents. Je précise, on ne doit pas révéler l'identité des personnes en cause, mais exclusivement la société auquel ils appartiennent. Donc en pratique, vous avez vu un document très exhaustif qui a pour objectif certes de se mettre en conformité avec la loi, mais aussi de nous protéger, je pense que c'est le mot qu'il faut retenir. On nous a, je pense, à l'occasion de ce séminaire, présenté de Platon à 2012 tout l'historique du conflit d'intérêts. Donc, pour remplir ce document, vous pouvez compter sur le soutien technique du comité de conflit d'intérêts, de prévention du conflit d'intérêts. Ces documents feront l'objet d'un recueil informatisé qui seront mis en ligne sur le site de l'IHU, mais je tiens à préciser que les aspects financiers et personnels ne seront pas cités, notamment le nom des proches. Si vous avez maintenant des questions, nous sommes à votre disposition. Je vous remercie. Globalement, et donc dans l'état, pour remettre les choses dans le cadre dans lequel on les a vues dans le domaine de l'IHU, il y a deux choses qui paraissent extrêmement importantes. D'abord, c'est d'essayer d'anticiper un peu les problèmes plutôt que de les subir. J'avais écrit ça dans mon rapport à Jean-François Mattei il y a 10 ans, qu'il fallait faire attention dans toutes les commissions à vérifier les conflits d'intérêts. C'est disponible sur Internet. Si cet avis avait été suivi, on n'aurait pas eu des affaires qui ont pris un tel retentissement. Il suffisait de lire ce que j'avais écrit à l'époque. Je ne suis pas un aérodrome. Il faut nous mettre en conformité avec l'évolution de la société. Donc ces documents, même s'ils ne sont pas exigibles maintenant, nous verrons la loi, ils ne seront pas publics, ils seront donnés au comité d'évaluation des conflits d'intérêts. L'intérêt de prendre le document, jeter sur le document qui existe, c'est que ce document, d'une part, sera probablement exigible pour vous, si vous participez au comité d'experts, ce qui quand même risque de vous arriver, à moins que vous dénoncez la complexité d'expertise. La deuxième chose qui est le fond de ce que je souhaiterais permettre aux chercheurs de l'IHU, c'est ceci. C'est que on nous demande régulièrement d'évaluer nous-mêmes ce que sont nos conflits d'intérêts, ce que je crois que souvent nous ne sommes pas capables de faire. Et que donc, l'évaluation des conflits d'intérêts, y compris en tenant compte d'une chose qui est très importante, dont on a essayé de tenir compte depuis le départ, c'est l'intensité. Moi, je crois que si 1% de vos revenus viennent en rapport avec telle ou telle société, il est probable que votre conflit d'intérêts n'est pas de même nature que si c'est 30% de vos revenus. Et ça, bien entendu, jusqu'à terme, c'est pas c'est les humains qui disent, écoutez, c'est pas parce qu'on a entendu, vous voyez, pour la grippe, tout le monde s'excitait, y compris qu'elle a enchaîné, parce que l'INA avait mangé au restaurant avec une entreprise qui fait des vaccins. Il faut rester sur terre, il faut quantifier ça, essayer de voir voilà, le niveau qui est acceptable dans des relations des uns avec les autres, qu'est-ce qui n'est pas. Et pour ça, on a besoin d'externaliser la notion de qu'est-ce qui est déclarable comme conflit d'intérêt. Et c'est une des raisons de création de ce comité, c'est pour que l'on ait, comme pour les comités d'éthique, en dehors de ce que la loi prévoit, et donc pour donner un parallèle que Georges connaît bien, c'est la différence qu'il y a entre les CPP et le comité d'éthique. Les CPP n'ont pas annulé le besoin de comité d'éthique. On continue à avoir besoin, à chaque fois qu'on soumet un papier, de dire, voilà, ça a été examiné par un comité d'éthique et on peut revenir et regarder le numéro du comité d'éthique pour voir qu'il y a des gens qui étaient là et qui disent non, ça ne passe pas propre. Nous avons besoin de la même chose maintenant parce que nous avons besoin, s'il y a le moindre problème, de démontrer que nous sommes de bonne foi. Être de bonne foi, ça veut dire que quelqu'un d'extérieur a regardé tous les éléments disponibles et qu'il a dit non, vous n'avez pas de conflit d'intérêt de votre côté. Et ça,
ça s'associe. Ah, numéro, nous avons notre comité de conflit d'intérêts, numéroté un tel, évalué avec un numéro tel, qui nous a dit qu'on n'avait pas de conflit d'intérêts direct, compte tenu des éléments qui avaient été mentionnés. Voilà. Et ça, je pense que c'est une sauvegarde, c'est extrêmement important, parce que beaucoup d'entre nous pensent que c'est la France et que donc les choses ne sont pas réellement obligatoires. Moi, je vous assure que j'ai vu des problèmes terribles. Ici, à Marseille, il y en a eu un qui a été terrible, mais qui était faux. Mais à Paris, j'ai vu ça quand je faisais partie du comité scientifique de l'Institut public de Paris, où quelqu'un avait fait une échographie anténatale par voie je ne sais quoi, et ils avaient envoyé ça dans un journal international qui regroupe, comme aux États-Unis, tous les journaux de l'American Medical Association, par exemple, et il n'avait pas fourni la pièce du comité d'éthique, et les journaux se sont adressés à l'assistance publique de Paris en disant que, puisque cet établissement fonctionnait comme ça, on interdirait tous les membres de l'assistance publique de Paris de publier dans tous les journaux de l'American Medical Association. D'accord ? Donc il a fallu, le directrice elle-même de l'assistance publique répond très très précisément sur ce point-là, parce que du coup, comme on leur a demandé ça, les auteurs ne répondaient plus, mais ce n'était pas le cas. Donc on croit que c'est comme le reste, ça n'arrive qu'aux autres, mais en réalité, le problème des conflits d'intérêts prend la même chose, la même tournure que les comités d'éthique, c'est la même nature de choses qui est en train de se développer, et donc il faut avoir quelque chose qui prouve notre bonne foi. Et retourner, faire le juriste à la place des juristes, c'est la bonne foi, c'est une chose, si on peut prouver notre bonne foi, la nature n'est pas la même. On a demandé, après, se tromper, c'est se tromper, mais être de bonne foi, c'est être de bonne foi. Et donc, l'idée même de ce comité d'éthique, c'est de prouver que le chercheur est de bonne foi quand il a dit qu'il n'avait pas de conflit d'intérêts. Voilà. Très bien. Est-ce que vous avez des questions à nos spécialistes? Très terre à terre. Par exemple, vous signez une prestation donc, avec un partenaire industriel pour tester sa molécule ou son médicament. Donc il vous donne 500 000 €, donc il faut déclarer en 2-3, comme quoi on fait un essai clinique, etc. Et que l'organisme, puisque ce n'est pas directement personnel, l'organisme a touché 500 000 € pour faire la manip. Absolument. Si dans ces 500 000 € vous avez pris 500 € pour payer les frais de publication, il faut aller déclarer dans le DECAT qu'on a publié, qu'on a payé 500 €. Il faudra signaler que ça a été avec le support de l'industrie, comme on le fait d'ailleurs normalement. Quand on fait une étude scientifique avec un support de l'industrie, on se doit de les signaler. On se doit de les signaler pour l'évaluera en comité. Je ne crois pas que ce soit si simple. Ça a été un grand débat, un débat très très chaud, si j'ose dire, sur le réchauffement de la planète. Je ne sais pas si vous vous souvenez, le type qui dirige le groupe de truc sur le réchauffement de la planète a été accusé d'avoir un conflit d'intérêts déguisé parce qu'il était médié. C'est-à-dire qu'il recevait des financements d'un certain nombre d'industriels qui font en particulier des produits alternatifs à la consommation de pétrole, qui étaient médiés par son université qui lui versait une prime. Et donc la question s'est posée vraiment, est-ce qu'il aurait dû déclarer ce conflit d'intérêts ou est-ce qu'il aurait dû montrer ce conflit d'intérêts? Vous avez vu, là, c'est détruit en nature, hein, donc ça fait beaucoup de buzz. Hein. Ou est-ce que, une fois qu'on l'a déclaré, moi je crois qu'une fois qu'on a déclaré qu'on avait un contrat qui passait par l'université, on a déclaré une fois pour toutes. C'est sur cette matière, nous on a le truc des journaux internationaux qui se sont mis d'accord pour les déclarations de conflit d'intérêts, qui distingue franchement, est-ce qu'il y a de l'argent pour vous ou est-ce qu'il y a de l'argent pour votre établissement. Ça, c'est deux choses distinctes. Et on ne vous demande pas si ensuite l'établissement a blanchi l'argent pour vous redonner des honoraires, ce qui est autre chose. Et qui, pour l'instant, n'est pas demandé encore une déclaration. À la nuance près de la taxe d'apprentissage. À la nuance près de la taxe d'apprentissage. Donc, en réalité, quand c'est donné à une institution différente, si cette institution, on doit déclarer que cette institution paye quelque chose, donc ce que tu dois déclarer, c'est pas que c'est industriel, mais que ton institution a payé des publications parce que, par définition, et ça c'est un autre point de loi que j'avais vu au moment des associations, l'argent n'a pas de... Une fois qu'il est rentré dans une institution, il n'a pas de direction. Nous sommes d'accord? Si vous permettez, vous avez tout à fait raison, à ceci près qu'il faut quand même que l'institution ait une apparence d'existence. Ah oui, mais il faut qu'elle existe. Non, mais là, un exemple qui est connu dans des milieux universitaires, il y a souvent des associations à caractère scientifique qui ont
activité légère, et qui permettent justement ce type de blanchiment. Là, il faut quand même faire attention, parce que dans le texte de loi, il est bien dit par personne interposée. Et par personne interposée, c'est pas simplement le conjoint, ça peut être la personne morale interposée. Alors, si c'est l'argent va à l'université, que l'université vous a, société-là vous a payé les frais, ça c'est son affaire, c'est pas vous. Si c'est l'association des chercheurs en l'organisme dont vous êtes le président, méfiez-vous parce que ça c'est un produit pas comme ici. Oui, je me souviens. J'ai président de l'université, j'ai été emmerdé avec cette affaire. Donc, mais en pratique, théoriquement, c'était même un Oui, bien sûr, théoriquement, il n'y a pas de problème. Théoriquement, il n'y a pas de problème, sauf qu'il faut faire très attention, parce qu'une des raisons pour lesquelles la police judiciaire, à cette époque, sur les associations, avait posé une question, c'est que dans une institution de cet ordre-là, l'argent ne peut pas être fléché. Pour une activité spécifique, elle rentre dans le budget, et c'est justement parce qu'elle rentre dans le budget général que le fait d'être payé, le paiement est distinct de la recette. Oui, mais dans le cas auquel la recette, il n'y avait que de l'argent fléché. Hein? Dans le cas auquel vous faites attention, il n'y avait que de l'argent. Bien sûr, c'était tout le problème. Je sais bien, c'est un cas. Mais ça veut dire que donc il y a une distinction, les recettes et les dépenses les recettes ne peuvent pas être appliquées, les recettes sont prises dans le budget décide de l'affectation par le conseil d'administration, ça ne peut pas être fléché. Voilà. Et c'est fait de manière annuelle, il y a une annualité budgétaire. Enfin, je peux parler à la place de spécialiste de la Cour des comptes. Enfin, c'est leur montrer. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. Très bien. Et merci encore beaucoup de votre aide.